Bonjour, je suis Ali Armand et j'ai le plaisir d'être avec vous pour cette heure qui commence pour parler de la posture du leader à l'ère de l'IA. Notre focale est évidemment la posture du leadership et pas l'expertise pointue des différentes formes de nouvelles technologies qui apparaissent. Juste en termes introductifs, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les technologies ont toujours euh, ont eu des impacts sur à la fois l'environnement et sur le monde du travail. Et c'est pas du tout une nouveauté, hein. Dans les années 40, 50, je parle évidemment de 1900, il y a des papiers, des économistes français, notamment un qui s'appelle Jean Forastier. Si vous avez un peu de temps, je vous le recommande très fortement, où il parle des impacts de l'introduction des technologies sur les ouvriers spécialisés et leurs conséquences à la fois en termes de déqualification et de disqualification de ces salariés. Déqualification au sens où ces nouvelles technologies rendent caduques les qualifications antérieures et disqualification parce que la personne qui voit remettre en cause ces qualifications antérieures se pense comme ne valant plus rien. Donc, c'est tout ça pour vous dire que ce n'est pas une nouveauté. Un deuxième élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est les remarques d'un très grand penseur, philosophe, linguiste contemporain qui s'appelle Noam Chomsky. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Je vous le recommande très fortement sur différentes thématiques et notamment sur l'intelligence artificielle où Noam Chomsky remet en cause l'utilisation même du terme d'intelligence accolé à artificielle en disant que ça n'a pas de sens, que ce n'est pas du tout pertinent que de parler de cette manière-là. Il prend l'exemple d'un vol d'oiseau en disant l'oiseau vole, l'avion vole. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre ce que fait l'avion et ce que fait l'oiseau? C'est un interview assez intéressant, ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, je vous le recommande. Mais ceci étant dit, c'est une expression qui est installée et donc nous allons aussi respecter cette espèce de normalisation, entre guillemets, sociale et travailler sur ces thématiques-là. Euh, bon, pourquoi est-ce que ça... Ah, ben voilà. Donc, quelques mots sur Synapse. Synapse est un cabinet qui est assez ancien, ça existe depuis 35 ans, 40 ans, et qui travaille sur à la fois les approches managériales innovantes, les logiques de leadership dans les environnements complexes, mais aussi Synapse développe des activités de conseil et d'accompagnement en termes de mise en place de plans stratégiques et de coaching organisationnel pour faire assez rapide. La particularité de Synapse, c'est que nous sommes une équipe à la fois de concepteurs et de faiseurs, et pas du tout juste un centre commercial qui distribue et qui vend des produits et qui utilise les expertises qui n'existent pas à la maison. Nous faisons tout nous-mêmes, nous concevons tout nous-mêmes. Et ça, c'est assez rare. Ça, c'est pour Synapse. Maintenant, sur ce qu'on va faire, bon, ben, je vais avoir 4 temps de présentation. En gros, pourquoi le support disparaît? Donc, dans un premier temps, je vais parler des nouvelles technologies. Alors, le document. Voilà. Voilà.
Est-ce que c'est moi qui ai la main maintenant? Oui? Bon. Voilà le plan, donc on regarde un peu les nouvelles technologies, souhaitez-vous reprendre la dernière, Oui, voilà. Très bien. Bon, c'est les aléas de live, hein, du live. Donc on va voir dans un premier temps quelles sont ces nouvelles technologies et ce que ces technologies permettent de faire aux dirigeants. Dans un deuxième temps, on va traiter de la question des différents types de mythes autour de l'IA, ce que l'IA peut faire et ce que l'IA ne peut pas faire. Dans un troisième temps, on va avoir un échange sur les points de vigilance par rapport à l'IA. Et à la fin, et il faut rester jusqu'à la fin, il faudra regarder quels sont les impacts de l'IA sur la posture du leader. Et quand je parle du leader, je ne parle pas uniquement du dirigeant, hein, je parle même d'un chef d'équipe de proximité. Dans mon esprit, il n'y a pas de différence entre les niveaux à l'ère de l'IA. Donc, on prendra des temps d'exposer comme ça, descendant, puisque je ne vous vois pas, et puis des temps de questions-réponses. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez disposer des ressources suite à ce webinaire, à la fois le support que vous voyez, mais aussi un quiz d'autopositionnement qui est assez intéressant, je pense, et qui vous permet de voir où est-ce que vous en êtes dans vos relations avec ces nouvelles technologies. Donc, n'oubliez pas de nous appeler ou de venir sur notre plateforme pour pouvoir télécharger ces documents. Donc, premier point, où est-ce qu'on en est avec ces nouvelles technologies aujourd'hui? Comme vous voyez sur cette slide, on parle de l'IA, mais en réalité, il y a 8 technologies qui sont des technologies émergentes et qu'ils ont leur domaine spécifique, même si il y a évidemment des interconnexions entre ces différentes technologies, mais il ne faut pas les confondre, hein. Donc, il y a évidemment l'intelligence artificielle que vous voyez en premier lieu. On va le développer beaucoup plus tout à l'heure, donc je ne vais pas le développer tout de suite. Ensuite, il y a toutes les technologies sous la dénomination de IoT, Internet of Things, dans lequel vous les connaissez très certainement, tous les dispositifs électroménagers, par exemple, au sein d'une maison, peuvent être connectés à l'Internet et l'utilisateur que je suis peut, à distance, entrer en relation avec ces appareils, ces dispositifs et les contrôler, par exemple, pour avoir davantage d'économie d'énergie et avoir une utilisation beaucoup plus efficiente et respectueuse de l'environnement des modalités de consommation d'énergie chez eux, chez lui. Ensuite, il y a le blockchain. Le blockchain fait référence à un registre d'enregistrement de transactions, mais de manière décentralisée, avec un maximum de sûreté et de sécurité, parce que cela s'appuie sur un réseau d'ordinateurs qui sont dispersés et donc qui sont infaillibles. Et donc, l'accès à ce réseau est extrêmement difficile. Les domaines d'utilisation, vous les connaissez, c'est les bitcoins, crypto-monnaies, etc. Le quatrième type de technologie que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Vous les avez très certainement expérimentés d'une manière ou d'une autre, hein. Il s'agit de dispositifs qui créent un monde virtuel et pas du tout réel. Je l'ai expérimenté moi-même et j'ai découvert que j'étais extrêmement hargneux parce que c'était un dispositif pour voir de quelle manière je réagissais face à l'imprévu. Et donc, c'était un monde virtuel dans lequel il y avait des monstres qui étaient cachés. Je devais sauver une princesse qui était au sommet de
d'un château, mais j'aurais pu tuer et aller un minimum de monstres et aller sur l'escalier, arriver jusqu'à la princesse. Mais non, j'étais extrêmement persistant pour tuer l'ensemble des monstres qui étaient cachés. Enfin bref, c'est des dispositifs qui créent un monde qui n'existe pas, mais qui simule des choses et qui vous permettent de voir de quelle manière vous réagissez. On utilise des manettes, des lunettes, enfin des choses de ce type. Bon, il y a des logiques d'utilisation très différentes. Par exemple, pour les pilotes, on utilise ces dispositifs-là pour simuler des situations de vol, à la fois des situations de vol dites normales, mais aussi des situations critiques. C'est utilisé aussi de plus en plus dans l'entraînement des chirurgiens, par exemple, qui procèdent à des chirurgies, à des opérations qui sont des opérations virtuelles, mais avec toute l'illusion de la réalité. Ensuite, vous avez les technologies qui sont reliées à la réalité augmentée. Je m'aperçois que j'ai mis tout en anglais, j'aurais dû faire un effort. Ça m'a complètement échappé. Excusez-moi pour l'anglicisme. Donc la réalité augmentée, c'est aussi, on n'amène pas les gens dans des situations de réalité qui n'existent pas. Donc on n'est pas dans la simulation d'une réalité virtuelle, mais on est dans la construction des dispositifs où on parle du monde réel, mais au sein de ce monde réel, on peut ajouter des éléments qui sont des éléments ou des dispositifs en trois dimensions et qui permettent de voir la réalité des choses et avoir une représentation beaucoup plus précise et concrète de ce qui se passerait si on introduisait tel dispositif, tel objet ou tel mécanisme dans une réalité préexistante. Par exemple, IKEA dispose d'un dispositif qui vous permet, si vous voulez acheter un bahut ou un lit, on met ça au sein de votre appartement qui est évidemment simulé sur une tablette et un ordinateur et vous voyez les images générées et vous pouvez vous faire une idée de ce que ça va faire en termes d'harmonie ou pas dans la réalité de votre habitat. Voilà, un exemple trivial. Ensuite, vous avez l'univers du robotique très avancé et ça s'appuie sur évidemment l'intelligence artificielle, mais ces robotiques avancées par rapport aux robotiques habituelles et à la chaîne qui sont déjà utilisées dans les usines et dans les logiques de mécanisation et d'automatisation, ont la particularité à la fois de sérier les informations, de trier les objets, de les classer, de les catégoriser, de les déplacer, de les emballer et de les présenter. Exemple typique, je ne sais pas si vous avez vu, vous pouvez le voir également sur YouTube, les centres de dépôt d'Amazon dans lequel vous voyez des exemples très spécifiques de ces robots très, très avancés. Ensuite, vous avez l'informatique quantique et qui est totalement différent de l'informatique normale et qui est fondée sur la physique quantique et je ne suis pas du tout physicien, hein, donc j'ai mis du temps pour comprendre ce que cela signifiait. Mais la particularité de ces informatiques, logiques d'informatique quantique, c'est qu'ils sont capables de voir, en fait, basé sur les qubits, voir et prendre en compte les phénomènes
de manière simultanée. Il ne fonctionne pas de manière séquentielle. Donc, ce n'est pas 0-1, c'est à la fois 0 et 1. Si vous lancez, par exemple, une pièce de monnaie, donc où il y a une face pile, face, et donc vous avez 0 et 1, l'informatique quantique vous permet de voir un peu les deux états, la pièce en train de tourner, et donc les interconnexions entre les différents états. Et cela est extrêmement utile pour résoudre des problèmes et pour des problèmes extrêmement complexes avec très très peu de temps. C'est pas encore vulgarisé, ce n'est pas encore utilisé dans notre quotidien, mais c'est une logique qui, si elle arrive dans notre vie, va quand même révolutionner pas mal de choses. On s'en sert déjà dans certains secteurs, notamment dans l'industrie pharmaceutique, où on peut regarder et anticiper et simuler les réactions chimiques face à des molécules et aller beaucoup plus rapidement sur la découverte de nouvelles thérapies. Et enfin, vous avez l'ordinateur neuromorphique qui imite en réalité excusez-moi, le fonctionnement du cerveau et, et qui traite les informations en parallèle avec un réseau neuronal et qui permet de faire des choses beaucoup plus rapidement avec beaucoup moins d'énergie. Et évidemment, c'est basé sur des capteurs et ainsi de suite. Et ça permet en réalité d'utiliser l'intelligence artificielle en utilisant le moins possible d'énergie. Ça ne veut pas dire que ça n'utilise pas d'énergie, beaucoup moins d'énergie, et ça permet de faire des choses extrêmement extraordinaires et qui ne sont pas accessibles à notre fonctionnement aujourd'hui tel que nous les connaissons. Mais il y a des cas d'usage, par exemple dans le domaine médical, pour les personnes qui se trouvent en situation d'handicap, avec ces informatiques neuromorphiques, ces dispositifs neuromorphiques, on peut faire en sorte que la personne, rien qu'en pensant, puisse activer des robots pour réaliser, mettre en mouvement des robots ou des membres robotisés pour réaliser des actions. Voilà un peu une vue rapide et générale de l'ensemble de ces 8 technologies. Maintenant, pour parler plus spécifiquement de l'intelligence artificielle, bon, ben ça, je pense que tout le monde connaît, mais c'est un exercice obligé. Donc, rappelons-nous ce que disait Chomsky sur l'erreur d'utiliser le terme intelligence artificielle, mais bon, c'est une erreur qui est devenue la norme, et donc on va obéir à cette norme, entre guillemets. Donc, il y a l'intelligence artificielle, il y a donc c'est des dispositifs qui permettent de générer des logiques d'apprentissage et de réaliser un certain nombre d'opérations que nous faisons avec notre cerveau. Et l'intelligence artificielle contient des sous-ensembles. Il y a un premier sous-ensemble qui est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou la machine learning. Et bon, la machine learning, c'est la machine qui, sur la base des statistiques, peut réaliser des choses. Je passe sur les différentes formes d'apprentissage supervisé, autonome, etc. Mais réaliser un certain nombre de choses, poser un certain nombre d'éléments, poser et dire, de fournir des informations. Et ensuite, vous avez le deep learning, l'apprentissage profond, qui est encore un autre sous-ensemble de machine learning et qui, cette fois-ci, a des usages qui sont des usages beaucoup plus intéressants, beaucoup plus importants pour nous, sur lesquels on va venir, dont l'IA génératif, et ça permet de générer des informations
à partir d'un certain nombre de données. Il faut être attentif au fait que quand on parle de l'intelligence artificielle dans sa globalité, c'est toujours fondé sur des informations qui sont fournies, jamais, jamais sur des choses qui ne sont pas fournies. Et donc, cela permet, par exemple, avec le deep learning, un exemple, c'est ChatGPT ou DeepSeek ou plein d'autres technologies, vous pouvez avoir accès à des milliards de données ou de documents et aller directement chercher une information parmi ces choses-là. Moi qui ai fait des thèses ou des mémoires et des choses de ce type et qui ai beaucoup souffert avec la partie bibliographique où il faut faire de recherche, et je sais comment c'est chronophage, je vois de quelle manière on peut gagner vraiment beaucoup de temps sur ces sujets-là. Alors, qu'est-ce que l'IA nous permet de faire? Donc, il y a quatre choses, quatre états ou dispositifs que vous voyez ici. Euh, et ces dispositifs sont assez intéressants. Donc, ça permet déjà de décrire euh, ce qui se passe et les événements que nous sommes en train de faire. C'est ce qu'on appelle l'analyse descriptive. Euh, donc, par exemple, dans le domaine de relations clients, on peut voir quels sont les clients qui utilisent ou ont accès ou font des achats et quel type d'achat ils effectuent et quels sont les produits qui sont les plus achetés, les plus consommés et quels sont les produits qui ne le sont pas. Ensuite, de nous décrire avec des statistiques, puisqu'on a des éléments statistiques sur tous ces points. Ensuite, c'est l'aspect qui est l'aspect diagnostic. Ici, dans l'aspect diagnostic, en fait, on va pouvoir utiliser ces dispositifs-là pour poser un diagnostic, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, dans le domaine médical, voilà, j'ai des exemples écrits. Ces technologies nous permettent, pour les personnes qui sont atteintes du diabète, par exemple, de dire, à partir évidemment de leurs antécédents, des médications qu'ils ont, de leur comportement, etc., de dire que 80% des patients qui sont réadmis au service d'urgence n'ont pas suivi le régime alimentaire prescrit et 65% ont sauté des doses d'usage d'insuline 2 fois par semaine. Vous voyez, c'est des éléments explicatifs et qui nous permettent de savoir qu'est-ce qui s'est produit dans les phénomènes que nous sommes en train d'observer. Le troisième niveau qui devient un peu plus intéressant pour nous, c'est ce qu'on appelle l'analyse prédictive. Et cette analyse prédictive est effectivement toujours, comme les deux autres cas de figure, fondée sur les données qui sont fournies. Pour rester dans les domaines médicaux et pour suivre l'exemple que je vous ai donné, je lis parce que c'est des informations avec des pourcentages, c'est de dire, bon, ben, les patients avec un indice, un IMC supérieur de 30% à la norme, et qui ont une consommation élevée en sucre et un mode de vie sédentaire, et ce qui est très courant aujourd'hui. Hein. Nous sommes plusieurs heures derrière nos ordinateurs, moi y compris le premier, ont 85% plus de chances de développer un diabète de type 2 dans les 5 ans. Vous voyez un exemple de prédiction grâce à ces dispositifs. Enfin, l'aspect qui est intéressant en termes stratégiques, c'est l'aspect prescriptif, c'est ce qu'il faut faire. Et comment est-ce qu'on peut faire pour que les choses se produisent telles que nous les souhaitons. Et toujours pour rester dans le domaine médical,
Moi, je prends un domaine médical, mais on peut en tirer d'autres conclusions ailleurs. Par exemple, sur euh, l'aspect prédictif, je pourrais faire référence à ce qu'on appelle la maintenance prédictive, où les technologies nous permettent de dire quels sont les niveaux d'usure de telle pièce dans un dispositif ou dans une machine particulière, et de dire, bon, ben, il est temps peut-être de changer cette pièce-là au lieu de modifier la totalité de la machine, et ainsi de suite. Donc, je vous donne juste un exemple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on veut partir davantage sur l'aspect qui est l'aspect leadership. Donc, sur l'aspect prescriptif, pareil, hein, si je suis mon exemple médical, basé sur des technologies, sur les informations que nous avons sur le comportement des patients, sur le type de traitement qui ont été donnés, sur les conséquences les effets de ces traitements, on peut faire des prescriptions. Par exemple, c'est les patients avec une hypertension stade 2, en faisant une combinaison entre un mode de vie adapté et en utilisant des bêta-bloquants. Je ne suis pas médecin, je pense que c'est les bêta-bloquants. Ben, cela permet de réduire leur tension artérielle avec une probabilité de 90% dans les 6 mois. J'ai pris un exemple dans le domaine médical en termes prescriptifs. Donc, le médecin peut regarder tous ces éléments-là et dire, ah ben tiens, je m'appuie dessus comme une aide à décision et pas du tout comme une espèce de réalité à obéir aveuglément. Voilà quelques exemples de ces 4 cas de figure, 4 cas d'usage en réalité de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à maintenant ou pas. Donc, voir. Des exemples du management et de leadership. Oui, avec plaisir, j'y vais. J'y vais. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions, et si je réponds, je peux répondre, c'est avec grand plaisir. Donc, quels sont les impacts? Il y a un certain nombre d'éléments sur ce que l'IA peut faire et ne peut pas faire. Donc, on a vu déjà les choses que l'IA peut faire. Je ne vais pas vous lire, hein, d'ailleurs, je ne vois même pas très bien à l'écran. Mais bon, j'en ai parlé. Il y a des choses que l'IA ne peut pas faire. Donc, ça, il faut être attentif à ces éléments-là. J'ai oublié de vous dire, hein, mais vous voyez, à chaque fois, en bas de chaque slide, vous avez des références. Donc, c'est un travail qui est extrêmement documenté et quand vous aurez le support, vous aurez l'ensemble de ces références. Donc, l'IA ne peut pas avoir une imagination pour envisager notre avenir. Donc, ça, c'est absolument important. Deuxième élément, l'IA ne peut pas détecter ou comprendre des comportements qui ne lui ont jamais été fournis. L'IA ne peut pas créer quelque chose de totalement nouveau. L'IA ne peut pas comprendre le monde et raisonner de manière contextuelle. Ce que nous pouvons faire, puisque l'intelligence humaine peut simultanément être dans le ici et le maintenant, mais aussi ailleurs, et donc faire des connexions que l'IA n'est pas en mesure de faire. Donc, l'IA ne peut pas aller au-delà des tâches et des activités pour lesquelles elle a été programmée. Et c'est très, très important que de savoir ces éléments-là. L'IA ne peut pas prendre, ne doit pas prendre des décisions éthiques et morales. L'IA ne peut pas remplacer les compétences socio-stratégiques
des managers et des leaders. L'IA ne peut pas remplacer les compétences socio-émotionnelles. L'IA ne peut pas tuer les hommes. Oui, on a un grand fantasme sur bon, l'IA, est-ce que l'IA peut tuer les hommes? Non, sauf si on construit un robot exprès pour le faire. Et il y a un exemple hein, dans un slide. Ça a été fait avec l'Université de Corée et Samsung. On a créé un robot qui s'appelle LOS. Et bon, bah, ils veulent s'en servir dans le cas éventuel d'une guerre avec la Corée du Nord. Mais voilà, il faut se dire que l'IA est en quelque sorte, hein, et l'ensemble des technologies qui sont associées, sont des aides sur lesquelles on peut s'appuyer. Évidemment, l'IA va avoir des impacts sur les métiers et les compétences. Je vous en ai parlé tout à l'heure en évoquant l'exemple de Fourassier, déjà dans les années 40, 30, 40, 50. Euh, Aujourd'hui, c'est pareil. Il y a des métiers qui seront touchés et très sévèrement touchés par l'IA, c'est normal. Et il y a d'autres qui ne sont pas touchés par l'IA. Donc, commençons déjà par les métiers qui sont touchés. Et vous demandiez un exemple pour un manager. Bon, un manager est dans le domaine de leadership. Le manager peut évidemment euh, mettre un temps pour prendre conscience des impacts de l'IA sur les différents métiers qu'il est en train de diriger au sein de son équipe ou au sein de son entreprise s'il s'agit d'un dirigeant. Donc, tous les emplois plutôt administratifs qui concernent le suivi des données, la construction des données, tous ces éléments-là sont susceptibles d'être très fortement touchés. De même, les éléments et les emplois qui sont liés à des services juridiques, notamment en termes de recherche d'informations, parce qu'il y a des dispositifs qui existent déjà pour faire ça. Tous les emplois autour de la comptabilité et de la finance sont touchés puisqu'il existe déjà un certain nombre de logiciels qui font un certain niveau d'analyse. D'ailleurs, j'ai parmi mes relations, mes amis, des experts comptables et des commissaires aux comptes qui utilisent ces technologies-là et qui ont fait un effort pour modifier la raison d'être de leur organisation et de sortir d'une logique d'expertise comptable pure pour migrer vers des fonctions qui sont davantage des fonctions du conseil et de business partner, et de ne pas se focaliser sur, et ils ont mis en place des dispositifs d'accompagnement pour modifier les compétences des salariés qui avant étaient sur les tâches qui étaient des tâches spécifiques sur le remplissage des données et des calculs et des choses de ce type. Les emplois qui sont liés au service client de manière générale. Hein. Vous voyez, dès que vous appelez un centre aujourd'hui, vous avez un chatbot qui vous répond et qui vous demande de quoi il s'agit. Et en tout à fait dernier ressort, quand tous les cas de figure qui ont été programmés ont été épuisés, ben on va utiliser les hommes pour des questions. D'ailleurs, si votre question ne correspond à aucune de ces catégories, donc c'est autre, appuyez sur 1 et à ce moment-là, vous attendez, quelqu'un va vous répondre. De même pour la vente, vous voyez les sites de vente qui existent, je ne vais pas les nommer, nous sommes tous sur différents sites de vente. Et donc ça remet en cause les gens qui s'occupent de ces questions-là. Les technologies aujourd'hui permettent aussi de remplacer l'homme sur certains types d'emplois autour du transport, livraison, etc. Donc tout le monde connaît hein, les dispositifs imaginés par Tesla, par exemple, sur les véhicules
autonome et bon, avec les limites que ça peut avoir. Ensuite, tous les emplois qui sont les emplois manufacturiers, où il s'agit des tâches répétitives dans les usines, peuvent être remplacés par des robots et des machines qui le font. Et d'ailleurs, ce sont des emplois qui sont extrêmement pénibles. Et enfin, tous les emplois qui sont reliés à la collecte d'informations et des logiques d'ingénierie. Par exemple, restons dans notre univers de formation, les gens qui s'occupent uniquement de l'ingénierie pédagogique peuvent perdre leur emploi. En revanche, les gens qui ne sont pas sur ces logiques-là, mais sur des logiques qui sont des logiques d'animation, ils auront toujours leur métier. Alors, quels seront les métiers qui ne seront pas touchés par l'IA ou moins touchés, hein? J'ai pas le temps, je ne vais pas entrer trop dans les détails de tous ces éléments-là, parce qu'il y a des pourcentages, des niveaux euh, où les gens sont touchés et qui sont parfois extrêmement importants. Ici, les emplois qui sont les moins touchés, c'est les emplois, par exemple, qui exigent un niveau de dextérité physique ou des compétences très, très élevées. Par exemple, l'artisanat d'art ou l'artisanat tout court. La machine ne peut pas faire ça. Ou des emplois qu'aujourd'hui, les machines ne peuvent pas faire, genre le couvreur, le soudeur, etc. Ou le charpentier. Donc, il y a très peu de menaces sur ces emplois manuels. D'ailleurs, tous ces éléments que je suis en train de vous dire sont basés sur les études que vous voyez en bas, à la fois les études américaines, les études anglaises, mais aussi les études publiées par l'OCDE. Ensuite, tous les emplois qui impliquent un jugement humain et des prises de décision complexes et éthiques. Par exemple, les juges, les avocats. Les juristes peuvent être menacés, en revanche, les juges, les avocats, non, puisqu'il faut plaider, il faut prendre des décisions en prenant en compte l'ensemble du contexte. Les travailleurs sociaux, les psychologues, les professeurs, les enseignants, les formateurs, les animateurs, les coachs, les médecins, les chirurgiens hyper spécialisés, ces emplois-là ne sont pas touchés. Les emplois qui impliquent en fait une intelligence émotionnelle et des logiques interactionnelles ne sont pas touchés. Donc, je viens d'en parler. Donc, les thérapeutes, les conseillers ne sont pas touchés. Les gens qui sont des référents spirituels ne seront pas touchés, et ainsi de suite. Vous avez ensuite les emplois qui impliquent la créativité et l'innovation. Qui peut remplacer un acteur? Un robot peut faire réaliser une activité, mais un robot ne peut pas réaliser une performance. D'ailleurs, deux êtres humains ne réalisent pas de la même manière, ne jouent pas Hamlet de la même manière. On parle des performances. Ou si vous êtes sensible à l'opéra, vous voyez les différences entre les différentes cantatrices en termes de performance. Donc tous ces emplois qui sont du domaine de l'art, de l'activité artistique, mais aussi dans le domaine de l'innovation ne sont pas touchés. Et enfin, tous les emplois qui exigent des qualifications très élevées en termes de santé et de sécurité publique ne peuvent pas être confiés et réalisés par ces dispositifs-là. Par exemple, remplacer les policiers, remplacer les chirurgiens, remplacer les pilotes d'avion, etc. Même s'il y a le pilotage automatique qui est utilisé, le pilotage automatique est là, mais vous avez la supervision de l'homme là-dessus et qui est toujours présent. Voilà un peu un aperçu des différents types d'emplois qui peuvent être touchés. Qui peuvent être, qui sont épargnés par. À quoi on doit être vigilant? Il faut
Ça, c'est une étude très intéressante hein, sur laquelle j'attire votre attention. Euh, Comme vous le voyez ici, 92% des entreprises envisagent d'intégrer des dispositifs dérivés de ces 8 nouvelles technologies que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais il y a uniquement 1% des entreprises qui considèrent on est arrivé à un niveau de maturité suffisante pour mettre en place ces dispositifs-là. Et quelle est la principale raison? La principale raison pour cet écart entre le niveau d'investissement et puis le retour, le 1%, oui, c'est extraordinaire, c'est dû principalement au comportement des dirigeants qui considèrent dans un premier temps que les salariés ne sont pas prêts, alors que ce n'est pas vrai du tout. Les salariés sont prêts. Vous ne voyez pas la totalité des éléments ici sur le slide, mais si vous regardez l'étude en question, cette étude montre que près de 70% des salariés sont prêts à utiliser les outils d'intelligence artificielle. En revanche, les dirigeants considèrent qu'ils ne peuvent pas le faire ou ils ne sont pas prêts. Ensuite, vous avez un phénomène de manque d'alignement de la direction, puisqu'ils n'ont pas les mêmes objectifs, et donc vous avez des écarts, et sans parler des baronnies qui existent au sein des organisations et des silos, qui font qu'il n'y a pas facilement la possibilité de construire une stratégie commune. Il y a un autre facteur qui empêche les dirigeants d'y aller à fond, c'est les investissements nécessaires. Quels sont les coûts et quelles sont les conséquences sur l'organisation si on met en place ces dispositifs-là. Un autre élément, c'est la planification insuffisante et pas de visibilité sur les niveaux des compétences nécessaires au sein de l'organisation, ce qui les empêche de dire, bon, on y va ou pas. Et vous avez d'autres facteurs que vous voyez ici, hein, donc la logique de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, est-ce qu'on va le faire chez nous ou pas, et les difficultés inhérentes à ces dispositifs, qui sont des difficultés majeures et qui font que les gens se défient de ces dispositifs, c'est la logique de la transparence et difficultés d'explication de ce qui se passe quand on utilise ces dispositifs dérivés d'intelligence de situation. Bon, je vais aller un peu plus rapidement pour arriver finalement à ce que je voulais vous dire et avoir un temps d'échange. Donc, il faut être très vigilant vis-à-vis d'un certain nombre de dispositifs. Donc, on dit que les machines nous aident à prendre des décisions. Bon, quels sont les principes éthiques et les valeurs sur lesquelles les algorithmes sont choisis et basés, fondés pour prendre des décisions. Donc ça, c'est un vrai problème. Deuxième problème, c'est les biais cognitifs qui existent. Tous ces dispositifs fonctionnent sur des données, sur des datas qu'on leur fournit. Donc, quand vous choisissez les datas, les données, vous êtes évidemment pas exempt de biais vous-même. Moi, j'ai plein de biais, donc quels sont mes biais? Pourquoi j'ai choisi telle donnée et plutôt que telle autre donnée? Ensuite, vous avez la fiabilité de ces données-là, en quoi et de quelle manière ces données sont fiables, et de même, les dispositifs eux-mêmes sont fiables. Est-ce qu'on est suffisamment attentif à la fiabilité à la fois des machines et de ces données? Est-ce qu'on peut expliquer? Parce qu'on a l'impression d'être face à une boîte noire quand on parle de l'IA. On donne et c'est un peu magique. Est-ce qu'on peut expliquer la boîte noire? Est-ce qu'on peut faire de la transparence sur ce qui se passe pour qu'à partir du moment où on pose une question, on formule une demande ou on fournit une donnée et on a une réponse, ben, il y a quelque chose qui se passe. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et peut-on l'expliquer? Et ça, cette difficulté d'explication, c'est un des facteurs qui
empêche les dirigeants, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, à aller à fond là-dessus. Des problématiques qui sont des problématiques autour de la redevabilité, qui est, c'est un mot pour traduire accountability de l'anglais, hein, qui est responsable quand la machine prend des décisions. Vous avez plein d'exemples dans l'actualité. C'est OK, bon, ben, je confie le pilotage de ce véhicule à cette machine et la machine doit choisir entre éviter une collision ou sauver la vie de quelqu'un. Bon, comment elle fait le choix et bah là, quand elle se trompe, il y a quelqu'un qui subit des dommages corporels ou bien, pire encore, décède malheureusement, qui est responsable? Et enfin, la vigilance autour de respect de la vie privée parce que beaucoup d'informations sont collectées sans qu'on soit averti et qu'on soit au courant de ce qui se passe. Voilà quelques points de vigilance. Euh, On voit la posture à avoir par rapport à l'IA et les impacts de l'IA sur le leadership. Vous voyez un peu ici, hein. C'est une étude extrêmement intéressante, je vous le recommande, c'est un article de Harvard où on décrit à partir d'une analyse vraiment très large les principales activités des managers. Vous voyez, 50% de leur temps passe à l'administratif, et au contrôle, 30% de leur temps est consacré à la résolution de problèmes, à la facilitation des collaborations. Uniquement 7% de leur temps au développement de compétences de leurs collaborateurs et très peu de temps aussi, 10% consacré à la stratégie et à l'innovation. Alors que ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire 50% de leur temps ici et 10% de leur temps là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous voyez, le tableau est assez, enfin, la figure est assez explicative tout seul, hein. C'est tout ce qui est, peut être administratif et donc procédural et processé et processable, on le laisse à l'IA. On focalise sur le jugement, le discernement et les décisions qui sont des décisions pertinentes. On essaye d'éviter de considérer les machines comme des adversaires qui vont prendre notre métier ou nous remplacer, mais plutôt comme des collègues, comme des assistants qui nous permettent de mieux travailler dans de meilleures conditions. Et ça nous donne du temps pour développer des compétences sociales et devenir des véritables stratèges dans un environnement complexe. Je passe rapidement là-dessus pour vous parler de ce modèle-là, finalement, de leadership à l'ère de l'IA. Donc, vous voyez cette matrice. Donc, il faut se focaliser. Je viens de dire qu'il faudrait qu'il soit davantage focalisé sur la stratégie. En premier lieu, chaque leader, chaque manager, soyez attentif, il n'y a pas de discrimination dans mon esprit. Un chef d'équipe de proximité est un leader, hein, est un dirigeant, est un manager. Et il fait exactement la même chose que le PDG de la boîte, sauf que le niveau est différent. Donc, il doit avoir une vision stratégique responsable et consciente. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il doit prendre en compte l'IA et tout ce que l'IA lui permet de faire. L'IA peut être un formidable sparring partner. L'IA peut lui donner des possibilités d'investigation très, très larges. L'IA peut lui donner la possibilité d'associer l'ensemble de ses collaborateurs à la phase du diagnostic de son plan stratégique. D'ailleurs, Synapse vient d'accompagner une entreprise importante cette année, non, l'année dernière, pardon, 24, où nous avons associé l'ensemble des 1300 ou 1100 salariés à la phase diagnostique en utilisant les dispositifs d'intelligence artificielle. Et ensuite, on a renvoyé ces synthèses-là et ils ont donné leur avis et on a pu coproduire la vision et la stratégie avec l'ensemble de la ligne managériale en utilisant encore une autre technologie
et en live, en simultané, hein, donc avec des synthèses qui étaient des synthèses simultanées. Et à la fin, on a procédé à la modification de la structure organisationnelle. Donc, ça, c'est l'utilisation intelligente et positive des moyens que l'intelligence artificielle met à notre disposition. Mais il faut aussi avoir conscience que l'IA peut avoir des effets extrêmement négatifs. Les centres de traitement de données sont extrêmement consommateurs d'énergie, à la fois producteurs de CO2, utilisateurs des métaux rares comme lithium, cobalt, etc., utilisateurs de l'eau, et c'est visible dans les pays. En France, on a beaucoup d'eau, ça ne se voit pas, mais dans d'autres pays où on souffre d'eau, ben, comme on doit gérer ces centres de gestion de données, ben, on a des séchasses, c'est-à-dire des manques d'eau à cause de leurs utilisations, sans parler des effets négatifs sur le lien social, sans parler des effets négatifs sur les possibilités de manipulation qui sont à portée de l'IA avec la production de fake news. Par exemple, en 2022, il y a un dispositif qui montre Zelensky appelant les soldats à cesser la guerre et à faire la paix. Et il y en a d'autres. Hein. Il y en a un autre où on montre Obama en train d'insulter Trump. Donc, c'est des véritables menaces pour la démocratie. Donc, il faut de la pondération, il faut de la supervision. On doit gérer beaucoup d'incertitudes. Les environnements complexes comportent énormément d'incertitudes, mais il y a aussi des incertitudes qui sont liées à l'utilisation de l'IA, notamment quelles sont les évolutions, l'état d'évolution de l'IA, quelles sont les possibilités, les impacts de l'IA sur notre organisation et quelles sont la logique avec laquelle on va pouvoir gérer l'intégration de l'IA en tenant compte évidemment des effets sur l'organisation. Le troisième facteur, je ne suis pas un dirigeant, mais je l'ai dit parce que ça m'a rendu humble, je le dis très sincèrement. Euh, un environnement complexe, c'est un environnement dans lequel avec ces évolutions technologiques, les savoirs, les qualifications, les compétences deviennent très rapidement caduques. Et en plus, vous avez accès à des milliards d'informations de manière simultanée. Donc, évidemment, il faut en faire un usage pondéré, mais plus personne ne peut prétendre à être omniscient, tout savoir et omnipotent. Et ça m'arrive dans mes animations d'oublier des références, mais d'avoir présent à l'esprit tel ou tel contenu et de dire aux gens, mais c'est qui? En live, ils me disent, Ali, c'est tel, et tu t'es trompé sur le nom de l'auteur. Bref, ça vous permet d'être beaucoup plus humble, beaucoup plus ouvert, d'avoir conscience de vos limites et de faire preuve de sagesse et de discernement. C'est extrêmement important. Et en plus, avec l'IA, vous avez la possibilité, quand je parle de l'ouverture, de construire des dispositifs d'intelligence collective qui permettent à l'ensemble de vos collaborateurs d'être reconnus. N'oubliez pas que le premier facteur du désengagement des salariés en France, tout secteur confondu, c'est le manque de reconnaissance. Le quatrième élément sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'exercice d'anticipation stratégique et de la mise en place des adaptations nécessaires. Mais avec l'IA, ça devient beaucoup plus facile de construire des logiques de simulation des dispositifs et des scénarios anticipés pour voir finalement quels sont les choix que nous pouvons effectuer et quelles sont les adaptations que nous allons mettre en place. L'autre levier, je vous ai parlé des difficultés des dirigeants tout à l'heure à expliquer ce qui se passe dans la boîte noire
et à dire de quelle manière on s'en sert et où se trouvent les logiques de responsabilité et faire preuve de transparence. Ici, il faut absolument être attentif à la nécessité de construire des relations de confiance par rapport au sein de votre organisation, par rapport à l'usage de l'IA, par rapport à la préservation et respect de l'espace privé de chacun et par rapport au devenir de vos collaborateurs. C'est extrêmement important. Si nous n'avons pas ces relations de confiance, nous n'aurons pas l'embarquement de différents collaborateurs. Il y a évidemment les questions liées à l'éthique, mais je ne vais pas en parler puisque je l'ai déjà évoqué. Il est absolument indispensable de mettre en place des dispositifs éthiques. Par exemple, un bureau d'éthique qui va dire, bon, ben, OK, vous voulez mettre en place tel dispositif, ben, imaginons quelles sont les conséquences, quels sont les effets positifs et négatifs, et formuler des recommandations. Et le cas échéant, avoir un droit de veto pour ne pas mettre en place ce dispositif. Chez Google, ils ont imaginé un dispositif militaire, mais les salariés ont formulé un droit de veto en disant que ce dispositif militaire peut tuer les gens à distance, sans discernement et sans discriminer entre les personnes. Et donc, on ne peut pas le déployer. Et enfin, un dernier élément, c'est de construire une relation avec la technologie qui est une relation responsable. C'est de devenir des technophiles responsables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire regarder les technologies, mais ayant présent de manière systématique l'homme au cœur de nos préoccupations. Vous avez l'ancien patron d'IBM qui a écrit un article, vous avez dans les références, publié chez Harvard, où il parle de l'IA et il dit, bon, bah, c'est très intéressant de le mettre en place, mais il faut bien expliquer et avoir présent à l'esprit que l'utilisation n'a pas comme finalité de remplacer les hommes, mais c'est de faire de ces technologies des assistants des collaborateurs. Voilà un peu les éléments sur lesquels je voulais attirer votre attention et je me rends compte qu'il ne reste que 2 minutes et je n'ai répondu à aucune des questions. Je vais regarder le chat. Comment exercer l'esprit critique sur des propositions de l'IA à différents niveaux? Ben, nous, par exemple, dans la phase de diagnostic, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur l'accompagnement que nous avons fait, c'est de dire, OK, nous avons ces informations-là, voilà ce que dit la machine. Maintenant, sur la machine et sur les informations qui sont fournies par la machine, ben, on met de l'intelligence humaine. On regarde, on teste, on challenge et on essaye de réajuster. Donc, c'est les étapes que nous avons suivies. Donc, nous avons regardé chaque élément, nous avons testé, nous avons vérifié auprès de différentes parties prenantes. Donc, nous avons déployé, si vous voulez, un dispositif en W, c'est-à-dire on a consulté les gens nous ont donné les choses, on les a synthétisées en haut, on a renvoyé ces synthèses à la base pour que la base puisse réagir. Et donc, c'est la base qui nous a permis finalement de retenir des éléments pertinents. Oui, c'est vrai. Il existe déjà, c'est ce que j'étais en train de dire. Ils peuvent faire des prescriptions, mais in fine, d'ailleurs, la logique médicale, il faudrait savoir, un médecin qui vous dit je vais vous guérir est un charlatan. Un bon médecin ne peut pas appliquer le même traitement à tout le monde. Or, les machines ont tendance à faire ça. Et le médecin, il va vous dire, OK, on va mettre en place cet ensemble thérapeutique, on va voir ce que ça donne sur vous. Si ça marche très bien, si ça ne marche pas, on va réajuster
et modifier les choses. Mais bien sûr que ça existe. Alors, une idée de nombre d'emplois susceptibles de disparaître et à quelle échéance? Alors, les études que je vous ai données tout à l'heure au CDE, sur les emplois les menacés, les plus menacés, le pourcentage des emplois, hein, c'est entre 40 et 70% de ces emplois qui sont menacés. Donc, vous vous rendez compte du nombre en millions par pays de ces emplois qui sont menacés. Et l'horizon, c'est d'ici 10 ans. On parle de droit à l'erreur humaine, mais quid de... Comment détecter? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ici, sur les questions éthiques dont j'étais en train de parler. Et tout à l'heure, quand j'ai évoqué l'accountability, c'est-à-dire la redevabilité, ben, c'est des questions à poser sur la table. Et qui finalement prend les décisions et s'il y a se trompe, qui est responsable? D'où la difficulté de choisir le dispositif qui convient le mieux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Allez-y, je suis à votre écoute. Quels sont les exemples de démarches d'intelligence collective avec l'IA? Ben, je viens de vous donner un exemple. Par exemple, dans l'élaboration d'un plan stratégique, vous pouvez associer les dispositifs d'intelligence collective, dispositifs d'intelligence artificielle dans la phase de la consultation. Vous construisez un questionnaire. euh, vous êtes très certainement très jeune, mais de mon temps, on faisait des entretiens et chaque entretien était retranscrit, on faisait une analyse sémantique, thématique, etc. Ça prenait des mois et des mois. Là, on a consulté près de 990 salariés employés sur les 1300 salariés de l'entreprise on a demandé au dispositif de nous faire une analyse sémantique, ce qui a été fait avec des questions ouvertes en plus, hein, de nous sortir les réponses qui étaient les réponses les plus redondantes et les réponses thématiques que nous avions demandées. Et ensuite, nous avons mis de l'intelligence humaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Nous avons atteint la limite de notre webinaire, donc j'espère que ça vous a convenu. Je vous invite très fortement à prendre contact avec mes collègues du Synapse pour avoir ce support si vous le souhaitez, mais aussi pour avoir le quiz dont vous pouvez vous servir vous-même, mais aussi vous servir au sein de votre organisation pour avoir une estimation de niveau des compétences de vos collaborateurs et des managers au sein de votre organisation par rapport à ces thématiques et par rapport à la posture de leadership à l'ère de l'intelligence artificielle et ces nouvelles technologies qui nous accompagnent. Merci infiniment pour votre attention et au plaisir de vous revoir lors d'autres webinaires.